Yo la famille, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Rich FCB. Aujourd'hui les gars, on est en pleine trêve. C'est bizarre cette trêve-ci les gars, j'ai l'impression qu'elle passe relativement vite. Pourtant c'est toujours 2 semaines comme toutes les autres, mais je sais pas pourquoi celle-là, on est déjà à la moitié. On dirait que le match contre la Sociedad c'était seulement hier. Mais là on est déjà à la moitié de la trêve. Le Barça, on joue le week-end prochain, on joue déjà samedi. Donc ça va passer très vite et on a des choses à parler durant la trêve. Comme à notre habitude, on va aborder un peu cette actu Barça, les différentes choses qui ont pu se passer dans les derniers jours, les faits saillants de nos joueurs en sélection, des informations intéressantes, les blessés, des nouvelles sur les blessés, le retour de certains, etc. Donc on va commencer par une actu qui est pas venue durant la trêve, mais qui a un lien très étroit avec la trêve. Et je parle, comme vous pouvez bien savoir, de la blessure de Lamine Yamal, les gars. Juste avant le match contre la Sociedad, Lamine Yamal avait été annoncé blessé, comme quoi il serait absent 2 semaines. 2 à 3 semaines par rapport à une blessure, une surcharge musculaire qu'il aurait eu à l'entraînement. Et quand on a eu la nouvelle, c'était vraiment un peu avant le match, donc il a été écarté du groupe et on a vu qu'il n'avait pas joué. Donc personnellement, moi je l'ai appris seulement lorsqu'on a eu la liste des joueurs partants, et le club avait seulement annoncé ça quelques heures auparavant. Donc je trouve ça quand même bizarre que le club annonce une surcharge musculaire diagnostiquée à l'entraînement quelques heures avant le match, alors qu'il a dû s'entraîner la veille, il a dû s'entraîner il y a quelques jours, etc. Donc sont venues les théories que oui, peut-être qu'on envoie Lamine Yamal blessé pour pas qu'il aille en équipe nationale et qu'il se repose, etc. Moi, je suis partisan de cette théorie parce que le simple fait que si Lamine Yamal était victime d'une surcharge musculaire et que c'est ça qui fait qu'il ne pouvait pas jouer contre la Sociedad, normalement on nous l'aurait annoncé avant. Pourquoi on nous l'annonce le jour du match ou quelques jours avant le match? Et aux vidéos d'entraînement la veille, Lamine Yamal était correct, il était là. On n'a pas eu d'infos qu'il a écourté son entraînement ou bien qu'il a eu des douleurs, etc. Normalement, quand un joueur a une surcharge musculaire, c'est qu'il le ressent, il va le ressentir et tu vas voir que soit il écourte son entraînement, soit il se plaint de douleur et après on fait des tests et on voit que c'est une surcharge, etc. les gars. Donc, je suis pas forcément contre. Au contraire, je suis pour. Le Real Madrid fait ça depuis longtemps. Beaucoup de clubs font ça depuis longtemps. Rendre leurs joueurs indisponibles pour se rendre en trêve lorsqu'ils estiment que ceux-ci ont besoin de repos. Donc je pense que Lamine Yamal, c'est un bon truc qui a été fait pour le préserver. Connaissant notre ami Luis de la Fuente et Luis de la Pampa, celui-ci n'aurait pas hésité à convoquer Lamine Yamal assurément et le faire jouer tous les 2 matchs. 2 matchs quand même compliqués que l'Espagne a durant la trêve. Ils affrontent le Danemark et la Suisse, je crois. Donc ça aurait été 2 matchs à très haute intensité pour Lamine Yamal et ensuite revenir, c'était un bon moment pour lui pour se reposer. Bon, on peut dire que son absence nous aura coûté la victoire parce qu'on a vu contre la Sociedad que l'absence de Lamine Yamal est très très impactante sur le Barça, mais au moins on préserve le joueur, on préserve l'enfant qu'il est. Donc je pense que c'est une bonne décision du club et je pense que ça va être le retour un peu du Barça qui préserve ses joueurs de cette manière, c'est-à-dire on les envoie pas en trêve, etc. On a aussi eu l'information de Lewandowski qui s'est blessé à l'entraînement. Je ne sais pas si ça c'est en sélection ou si ça c'est au Barça avant de partir en trêve, mais il aurait contracté une blessure au lombaire. Je ne sais pas s'il a joué contre la Sociedad avec cette blessure, mais les gars, des blessures au lombaire, des blessures au dos, ça commence à sentir la fin de carrière pour le bon vieux Levan, parce que là, ce sont des blessures de... J'ai pas envie de me moquer, mais ce sont des blessures de vieillard. Se blesser au dos, c'est pas des blessures de contact, c'est pas des blessures musculaires des jambes, vous comprenez. Le dos, c'est vraiment les muscles posturaux que les personnes plus âgées, lorsqu'on est en fin de carrière, lorsqu'on est un peu plus fatigué, on a plus de chances de se blesser. Bon, je sais que Levan est encore un très grand joueur. Il est selon moi en ce moment en liste pour être au jour d'aujourd'hui précisément, je le précise, candidat au Ballon d'Or. Donc c'est un joueur qui sait comment traiter son corps, connaît son corps, mais des blessures comme ça qui commencent à venir, ça nous donne quelques signes que la fin est beaucoup plus proche que le début pour lui. En espérant que ce soit pas quelque chose de trop grave, j'ai pas eu de nouvelles par rapport à ça, mais ça voudrait dire qu'il est pas parti à la trêve. Logiquement, il va se reposer, guérir sa blessure, et ce sera un moment pour lui aussi. Lui, c'est pas une fausse blessure, je crois qu'il a de réels gènes avec tous les coups qu'il a pu prendre. Que ce soit face à la Sociedad, au Real Madrid il y a quelques semaines, beaucoup de contacts, de jeux dos, but, etc. Et ça va lui faire du bien de se reposer, de reprendre un peu les formes, et on va revoir un Levan à son meilleur niveau en espérant au retour de la trêve. Bon, par la suite les gars, on a la triste nouvelle, on a eu notre
pépite, notre star boy, monsieur Ansu Fati, qui fait une rechute. Bon, pas une rechute de sa blessure qu'il avait avant au pied, mais une autre blessure musculaire qui l'écarte des terrains pour une durée approximative de 5 semaines, les gars. 5 semaines, c'est un mois, une semaine pour une blessure musculaire au biceps fémoral, les gars, à l'arrière de la cuisse. Donc Ansu Fati qui traverse un autre moment difficile, alors qu'on l'annonçait de retour cet été, Hansi Flick qui l'encensait beaucoup à l'entraînement, qu'il était prêt, qu'il allait faire une grosse saison. Il s'est blessé juste avant la tournée de pré-saison. On s'est dit c'est pas grave, c'est une blessure facilite plantaire, c'était pas une blessure très grave, qu'il allait revenir au haut niveau. Il revient, on a vu ce qu'il a pu nous apporter, c'était pas grand chose, il n'a pas trop montré, et là il se reblesse encore les gars pour une durée de 1 mois. Et comme on connaît les gars, c'est 1 mois de convalescence, mais c'est combien de temps avant de revenir au niveau? C'est combien de temps avant d'être compétitif? Moi je dirais les gars, un bon peut-être 2 mois avant de revoir un Ansu Fati potable, parce que 1 mois en dehors du terrain, il revient, il doit prendre quelques matchs, gruger des minutes, etc. Il y aura déjà une hiérarchie qui se sera imposée, Ferran Torres sera de retour, il sera redevenu le remplaçant numéro 1. Ce sera compliqué pour Ansu Fati de retrouver du temps de jeu. C'était le moment optimal pour lui en ce moment, étant donné que Ferran Torres était indisponible. Il était le remplaçant numéro 1 sur la ligne offensive, mais même là, les gars, avec le peu qu'on lui a donné aussi, je lui en veux pas trop à lui. On lui a pas donné beaucoup d'opportunités, mais avec le peu qu'il a eu, il n'a pas pu montrer. Et là, en plus, il se reblesse. Donc, c'est un coup très dur pour lui. Je crois qu'on va faire une vidéo spéciale Ansu Fati, le cas Ansu Fati, en gros, toute cette blessure. Est-ce qu'on y croit toujours? Moi, personnellement, les gars, je crois toujours à Ansu Fati. Je suis peut-être un grand nostalgique attaché au début fulgurant qu'il nous a amené, mais je décide qu'on ne peut pas on ne peut pas qualifier un joueur de 22 ans, de 21 ans comme étant finito, les gars. Il a encore un bon 10 ans de carrière au haut niveau. La question maintenant, c'est est-ce qu'il est fait pour le haut niveau, physiquement, mentalement? Ça reste à voir. Faut pas oublier qu'Ansu Fati, c'est un joueur qui a sauté beaucoup d'étapes. Il a sauté la B. Il a même sauté, je crois, les juvéniles. Il est venu directement en équipe première, un peu à la Lamine Yamal, mais il faut que celui-ci se remette non seulement en question et rattrape un peu le retard physique qu'il a, j'ai envie de dire. Pas le retard physique dans le sens qu'il n'est pas prêt, mais le retard physique dans le sens qu'il a sauté des étapes. Donc c'est très triste. On va en parler dans une vidéo dédiée pour le Ansu Fati durant cette trêve encore. Par après, les gars, ça me permet, cette blessure de Fati et le commentaire sur l'absence de Ferran. Ferran, je sais plus exactement quand il revient, mais ces deux sujets-là me permettent de parler maintenant, les gars, de la profondeur de l'attaque du Barça. Parce que oui, nos trois offensifs, en la personne de Lamine Yamal, Lewandowski et Rafinha, sont en feu en ce début de saison. C'est sans hésitation la meilleure attaque d'Europe en ce début de saison, la plus prolifique. Malgré ça, en dehors de ça, les gars, on n'a aucune profondeur. Et maintenant, déjà qu'on en avait une très faible qui était constituée de Ferran, Ansu et de Pau Victor, on en a 2 des 3 qui sont blessés maintenant. Donc, officiellement, le seul remplaçant en attaque qui nous reste, c'est Pau Victor. Et Pau Victor qui est un joueur qui découvre la première division, qui découvre l'équipe première. Donc, c'est très compliqué. Ça nous amène à nous poser la question, est-ce qu'on doit aller chercher un renfort durant l'hiver? Est-ce qu'on rappelle Victor Roquet de près? Est-ce qu'on fait avec l'attaque qu'on a en misant sur la santé de nos attaquants? Qu'est-ce qu'on fait, les gars? Donc, je pense que ce sera une des questions qui sera sur la table lors du mercato d'hiver qui s'en vient. Dans 1 mois et demi, à peu près, on aura le mercato une période de transfert de 1 mois durant le mois de janvier. Donc, ça sera quelque chose qu'il va falloir se pencher dessus, les gars. Qu'est-ce qu'on fait par rapport au secteur offensif? Est-ce qu'on ramène un renfort? Est-ce qu'on promouvoit un autre joueur de la B? Les Tony Fernandez, les joueurs prometteurs de la B, est-ce qu'ils ont l'étoffe pour venir prendre une place en équipe première? Est-ce qu'ils sont prêts? Ça reste à voir, les gars. Donc, il y a tout ça qu'il faut résoudre d'ici 2025, selon moi. Parce que là, déjà, avec l'attaque Ferran, Fati et Pau Victor sur le banc, on se pose la question, est-ce que c'est suffisant? Personnellement, même si on peut critiquer Ferran, je pense que Ferran et Fati, ce sont d'excellents remplaçants. Selon moi, c'était une bonne deuxième ligne d'attaque, disons. Mais étant donné que les deux sont blessés et que les deux se blessent relativement souvent, est-ce qu'on ne doit pas aller chercher quelqu'un d'autre? Donc, c'était un peu ça, les gars, pour le segment blessure, joueurs à revenir et tout. Il y a aussi, comme j'ai envie de vous dire, il y a la news
chose sur Araujo. On voit avec les images qu'il est de retour à l'entraînement de plus en plus intensif solo. Je ne l'ai pas vu comme quoi il a pu reprendre l'entraînement en groupe, mais il monte en puissance en entraînement solo. Il est prévu d'être revenu sur les terrains d'ici fin novembre, mais avec ce que je connais du Barça, je crois que ce sera plutôt pour décembre, voire même janvier 2025, où il sera en forme et qu'il pourra jouer. Donc on a Araujo qui revient, ça va aussi soulever plusieurs questions. Est-ce qu'il reprend une place de titulaire? Est-ce qu'il va arriver à s'imposer dans le système de Flick qui prône beaucoup le hors-jeu et qui prône la défense très haute? On connaît Araujo qui est un défenseur qui aime beaucoup défendre, on va dire de manière classique, un stopper, un gars qui va pas trop essayer de piéger les gens en hors-jeu, qui va leur laisser de l'espace et qui va défendre sur eux, qui va faire beaucoup le dernier geste, le dernier tacle et tout. C'est un défenseur plus, on va dire, un défenseur rugueux et pur, pas vraiment tactique. Donc est-ce qu'il va réussir à s'adapter? Est-ce qu'on va adapter notre jeu au retour d'Araujo? Et est-ce qu'il va même réussir? Est-ce qu'il a même l'étoffe pour faire sauter un Inigo Martinez et un Cubarsí de cette défense centrale, les gars? J'ai souvent mentionné ça. Ou peut-être même, on ne sait pas, est-ce qu'il va le faire jouer sur... est-ce qu'il va opter pour un Araujo latéral droit ou gauche? Ça sera à voir, les gars. Donc c'est un peu ça. On a aussi Christensen qui sera de retour en janvier. Lui, il a une blessure de longue durée, mais personnellement, je pense que lui, peut-être, il considérera un départ étant donné qu'il a eu une très longue absence. On a un Inigo qui s'impose, un Cubarsí qui monte en puissance, Araujo qui est là. On a Koundé qui peut jouer dans l'axe et on a les petits jeunes qui sont montés de la baie. Je sais pas, est-ce que Christensen va pouvoir se réimposer? Moi, je crois que oui. Je crois qu'il a clairement l'étoffe pour. Mais est-ce qu'il voudra ou est-ce qu'il estimera que son séjour au Barça est terminé? Ça sera à voir, les gars. Pour terminer, deux petites actus par rapport aux faits saillants de cette trêve au jour d'aujourd'hui pour nos joueurs. On a Rafinha, notre Rafinha national, qui a été octroyé du numéro 10 de la Seleção. C'est un choix un peu polémique parce que est-ce que Rafinha représente vraiment cette âme du numéro 10 et encore plus, et d'autant plus l'âme du numéro 10 brésilien? On sait qu'avant c'était Rodrigo qui l'avait, mais c'était le même problème. Est-ce que ce sont des joueurs qui sont de l'étoffe du maillot numéro 10 du Brésil? Quand on sait qu'il y a des Neymar, des Ronaldinho, des Rivaldo qui ont porté ces maillots, est-ce que Rafinha c'est ce joueur? Mais en réponse à tout ça, Rafinha qui claque un coup franc dans son match de qualification Coupe du Monde face au Venezuela. Un coup franc côté gardien barre rentrante, un peu pour faire taire les gens. Il est toujours sur sa très grande début de saison. Même s'il a fait un match un peu sans contre la Sociedad, il est toujours là. Il est toujours en forme. C'est pas un match qui va tuer un joueur. Et Rafinha, je pense qu'on s'en rend peut-être pas compte, mais il est dans le prime de sa carrière en ce moment. 28 ans, il est au pic. C'est vraiment les meilleurs moments de sa... Il vit sa meilleure vie en ce moment, les gars. Et comme dernière actualité, les gars, on a Casado qui a eu sa première sélection avec l'Espagne, on l'avait mentionné. Et là, qui a plu les terrains pour la première fois. Je crois qu'il a eu entre une vingtaine et 25 minutes de jeu face au Danemark. Il est rentré. J'ai pu voir quelques vidéos. Il s'est fait taper, découpé par les joueurs. C'est un baptême un peu de feu pour l'équipe première. Je sais pas si les joueurs l'ont target, mais un bon petit début pour Casado qui va prendre l'étoffe des grands maintenant et qui va revenir avec une expérience en plus. Je suis très content pour le petit Casado. Donc les gars, c'était un peu ça pour l'actu Barça. Je vous invite à me suivre, les gars, sur les réseaux sociaux. Commentez sous cette vidéo. Est-ce que vous pensez que Rafinha mérite ce numéro 10 au Brésil? Bien sûr, on considère son début de saison, mais est-ce que vous pensez que Rafinha a, en termes de charisme, en termes de joueur, de carrière, etc., et peut-être que c'est un leader, c'est probablement aussi un leader dans le vestiaire, mais est-ce que vous pensez qu'il mérite? Est-ce que vous pensez qu'il représente ce numéro 10 du Brésil? Dites-le moi dans le commentaire, les gars, et dites-moi aussi si vous pensez que Araujo peut revenir en tant que titulaire au Barça, ou bien est-ce qu'on va miser sur Inigo et Cubarsí? Aussi les gars, suivez-moi sur les réseaux sociaux, comme je vous dis, je suis très actif sur Twitter. On se retrouve demain ou dans quelques jours pour la suite de l'actu Barça, les gars. On va parler de De Jong, on va parler d'Ansu Fati, et on va préparer tranquillement le retour du Barça, les gars. Donc je vous dis à très vite, les gars, et comme on le sait tous, Visca el Barça, Visca Catalunya, Visca el Barça, sempre. Visca el Barça i visca Catalunya!